Bonjour à tous, alors bienvenue pour le nouveau tutorat de physiologie cardiaque. Cette fois on va étudier l'ECG en deux parties. Donc là aujourd'hui ça va être la partie 1, enfin aujourd'hui aussi il y aura la partie 2, mais ce sera assez court en fait. On va vite fait étudier les sous-parties A et B, puis dans la deuxième vidéo C et D pour que ça fasse pas des vidéos trop longues. Donc la première partie ça va être la longue période réfractaire rend impossible le tétanos du cœur, on va voir pourquoi. L'ECG est l'enregistrement de l'activité électrique de l'ensemble du cœur. Ensuite, dans la deuxième partie, on verra les différentes parties de l'ECG et on verra pourquoi l'ECG est utile pour diagnostiquer différents types d'anomalies. Donc les deux dernières parties vont être celles qui vont plus vous servir pour vos oraux ou autres tests. Donc, la longue période réfractaire rend impossible le tétanos. Donc, en fait, comme les autres tissus excitables, le muscle cardiaque a une période réfractaire. Et pendant cette dernière, un nouveau potentiel d'action est impossible tant que la membrane excitable n'a pas récupéré, en fait. Donc, dans le muscle squelettique, la brièveté de la période réfractaire par rapport à la durée de la contraction va permettre une nouvelle excitation de la fibre avant même qu'on ait atteint la fin de la première contraction, ce qui va rendre possible la sommation des secousses musculaires et la contraction continue maximale du tétanos quand la fréquence de stimulation est assez rapide. Donc dans le muscle squelettique, cette sommation va être viable et même bénéfique. Donc là vous voyez le graphique suivant, on peut observer la période réfractaire. Donc la période réfractaire se trouve juste ici. Elle est d'environ 250 millisecondes. Donc justement, la période réfractaire du myocarde dure 250 millisecondes en raison de la longue durée du potentiel d'action. Donc en fait, c'est presque aussi long que la contraction des cellules du myocarde qui dure environ, elle, 300 millisecondes, comme vous pouvez le voir dans le graphique. Et pour cette raison, le muscle cardiaque ne peut pas être stimulé à nouveau avant que la contraction ne soit achevée, ce qui empêche en fait la sommation et le tétanos. Et donc c'est une propriété bénéfique parce que le pompage du sang va nécessiter l'alternance de contraction, vidange et de relâchement, remplissage des ventricules. Donc une contraction tétanique, en fait, ce serait mortel parce que ça supprimerait le fonctionnement de la pompe cardiaque. Ensuite, l'ECG est l'enregistrement électrique de l'ensemble du cœur. Donc les courants électriques auxquels donne lieu la dépolarisation et la repolarisation du muscle cardiaque sont conduits par les liquides de l'organisme et vont circuler dans les tissus qui entourent le cœur. L'enregistrement obtenu sera appelé électrocardiogramme ou ECG. Donc il faut avoir à l'esprit trois considérations importantes au sujet de la signification de l'ECG. On va les énoncer tout de suite. Premièrement, j'ai doublé la diapo. Donc premièrement, l'ECG est l'enregistrement des courants créés dans les liquides conducteurs de l'organisme par l'activité électrique du cœur et atteignant la surface de l'organisme. Donc ce n'est pas l'enregistrement direct de l'activité électrique du cœur. Deuxièmement, l'ECG est un enregistrement complexe qui va permettre de suivre la progression de l'activité électrique globale pendant la dépolarisation et la repolarisation du cœur. En fait, ce n'est pas l'enregistrement de l'activité électrique des cellules individuelles. À chaque instant, le tracé enregistré va être la résultante de l'activité électrique de toutes les cellules cardiaques, dont certaines peuvent être le siège d'un potentiel d'action, et pendant que d'autres sont au repos. Par exemple, les cellules des oreillettes entraînées par le nœud sinusal font leur potentiel d'action, alors que les cellules des ventricules sont encore au repos. Donc, un peu plus tard, ce sont les cellules des oreillettes qui sont en train de se repolariser, pendant que celles des ventricules sont en plein potentiel d'action. L'activité électrique globale du cœur varie dans le temps et suit la progression de l'excitation du myocarde au cours du temps. Ensuite, troisièmement, l'enregistrement
va représenter la différence du potentiel, voltage, détecté par deux électrodes entre deux points de la surface du corps et non pas le potentiel lui-même. Donc en fait on enregistre rien quand le muscle est totalement dépolarisé ou repolarisé, et les deux électrodes étant alors au même potentiel, de sorte en fait qu'il n'y a pas de différence de potentiel entre elles. Je sais pas si vous voyez. En tout cas, j'espère que vous voyez. Enfin bref. Donc, l'aspect du tracé recueilli à la surface du corps va dépendre de la position des électrodes enregistreuses. Donc, on peut, en première approximation, considérer celle-ci comme un viseur permettant de voir l'activité électrique sous un certain angle et de la convertir en un courant électrique enregistrable qui est l'ECG. Donc, la déflexion du trajet va être dirigée vers le haut ou le bas, selon que le courant électrique cardiaque se déplace vers l'électrode ou s'en éloigne. Donc deux électrodes sont placées sur le bras droit ou le pied gauche. Eh bien, ces dernières n'enregistreront pas le même tracé, et ce qu'elles enregistrent est différent de ce qui est enregistré par une électrode placée à la surface du cœur. Alors même que les courants enregistrés sont dus à la même activité électrique du cœur. Donc les tracés obtenus diffèrent selon la position des électrodes à la surface du corps. Donc la position des électrodes, elle est standardisée. On utilise 12 électrodes, ce qui va permettre d'enregistrer 12 tracés ou dérivations, dont chacun va correspondre à la différence de potentiel entre les deux électrodes d'une paire. Il va y avoir 6 dérivations des membres ou périphériques et 6 dérivations précordiales obtenues avec une électrode en fait exploratrice qui sera placée sur le thorax en 6 endroits autour du cœur. En fait, grâce à cette standardisation, on peut comparer l'ECG de différents sujets et d'un même sujet au cours du temps et reconnaître un tracé normal. Donc voilà pour aujourd'hui. Merci pour les applaudissements. Donc je vous dis rendez-vous pour la prochaine vidéo qui va être, moi je trouve, plus intéressante. Les deux prochaines parties qu'on va voir, en fait, ça va être les différentes parties de l'ECG. Vous voyez, onde P, QRS, et T, etc. Et la deuxième partie qu'on va voir, ça va être le diagnostic des anomalies via l'utilisation de l'ECG. Donc je vous conseille de le voir, ce tuto, enfin, si vous voulez, parce que ces deux dernières parties retombent très généralement lors des oraux. Donc voilà, je vous dis bonne journée et bon courage à tous.